Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo qui est d'ailleurs en fait plutôt longue, qui est une conférence qu'a tenue de Lesbian Geek, une blogueuse assez influente donc qui tient son blog qui porte le même nom, de lesbiangeek.wordpress.com. De toute façon il y aura le lien en bas de la vidéo YouTube, donc vous pourrez vous rendre sur son site et y voir le contenu écrit tel qu'il aurait dû être dans la conférence, car elle a dû être un petit peu écourtée parce que Thor avait besoin de son temps après aussi, quoi. Donc vous savez, la position des femmes dans les comics, ça se fait un peu bouffer quand même par Thor qui a besoin de beaucoup de visibilité comme son nouveau film sort. Bref, et comme on en a discuté avec de Lesbian Geek, c'est qu'il aurait fallu 2 heures, quoi. C'est clair, c'est un sujet assez énorme, et parler d'un siècle de comics et de femmes dans les comics, c'est beaucoup trop court. Bref, voilà, quoi, c'était une mise en bouche sympa, bonne communication, après, bon, au niveau du son, j'ai dû rééquilibrer un peu pour que ça passe mieux, parce qu'il y avait derrière les animations, donc il y a des moments ça gueulait un peu fort et tout, quoi, et le son venait un peu écraser celle de la conférence. Mais bref, ça reste tout à fait intelligible. Donc je vous laisse regarder ça. Après, à la fin, je ferai quelques remarques, parce que j'avais quelques petites précisions personnelles à faire, voilà, car tout n'est pas parfait forcément. Donc voilà, bonne vidéo, et à tout de suite. Qui opère le site de Lesbian Geek, donc tu peux peut-être nous expliquer un petit peu les activités de ce site. Lesbian Geek, c'est un blog, là vous m'entendez ou pas? Ouais, ça va. C'est un blog qui existe depuis 3 ans et qui parle essentiellement de la visibilité des femmes dans les comics, que ce soit les personnages féminins et aussi les auteurs féminins, donc les artistes, les scénaristes. Ça c'est le thème principal, et après il y a d'autres thèmes suivant mes goûts et mes affinités, suivant l'actualité aussi. Voilà. Un blog sympa, je vous invite à regarder si vous avez l'occasion. Allons-y. Donc cette conférence, j'espère que vous m'entendez bien, parce que là ça va mieux? Ouais. Bon, comme ça. Oui. Donc voilà, quand on m'a demandé de faire cette conférence, j'ai été très touchée, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Parce que depuis que je suis gamine, c'est quelque chose qui me passionne. La première icône que j'ai rencontrée dans ma vie de petite fille, c'était Supergirl. C'était cette image-là, en 84, je devais avoir 8-9 ans. Et quand j'ai vu cette photo-là, je me suis dit, waouh, je vais être comme elle. C'est ça, mon but dans la vie, je vais être Supergirl. Et à cette époque-là, j'aurais jamais imaginé en fait qu'être une héroïne de comics, c'était si compliqué, si difficile. Étant donné qu'elles sont quand même assez mal vues dans ce contexte-là, dans ce milieu-là, le milieu des comics, notamment parce qu'elles sont assez mal écrites. Si tu permets, c'est aussi un problème qu'elles sont pratiquement pas vues. Elles sont pas assez... Puisque jusqu'à la fin du contrat, la Terre est occupée à moitié par les femmes, et dans les comics, je sais qu'il n'y a pas 50% des personnages qui sont féminins. Voilà. Elles sont assez mal représentées, et d'ailleurs le film en lui-même, qui n'est pas un film vraiment terrible, quand on le fait, c'est vrai que c'est pas un film génial, mais moi j'avais cette idée en tant que petite fille évidemment d'une héroïne iconique qui venait du ciel et qui était vraiment, qui pouvait faire des choses incroyables, et moi ça, j'étais... Bon, c'est pas que Supergirl a essayé de décoller, c'est juste que le projecteur un peu posé, tout va bien. Et alors voilà, et pourtant quand on regarde ce film avec des yeux de jeune fille ou de fille plus âgée, même d'adulte, et ben on se rend compte que l'héroïne en question, dans le film, c'est vraiment pas terrible, et la vision qu'on a, la vision du réalisateur, du scénariste, qu'ils ont eu dans le film était vraiment pas génial. Et dans les comics, ça se retrouve aussi. Donc là, si vous voulez bien, on va regarder ça d'un peu plus près.
Donc en fait, je vais commencer ma petite histoire à partir des années 20. Oui, voilà, on va monter le son, ça ira mieux. On va commencer une petite histoire dans les... Ah, super. Dans les années 20, à cette époque-là, il y a beaucoup de... On ne le sait pas vraiment, mais il y a beaucoup de femmes déjà qui lisent des comics, beaucoup plus que maintenant. Il y a même, voire plus de femmes qui lisent des comics que d'hommes à cette époque-là. Il y a aussi énormément d'artistes féminines qui travaillent dans le milieu des comics. Donc, je vous en citer quelques-unes. Lina Albright, par exemple, qui travaille sur Miss Victory. Ruth Atkinson, qui a créé les personnages de Minnie the Model et Patsy Walker. Valérie Barclay, Tony Bloom. Elles écrivent des histoires et elles créent des héroïnes qui sont courageuses, qui sont indépendantes, entreprenantes et aussi intelligentes. Et toutes ces héroïnes-là vont servir de modèle à beaucoup de lectrices qui, elles, lisent vraiment assidûment les comics à cette époque. Il y a un facteur dont on peut peut-être parler aussi qui est dans les années 40, avec très peu souvent les crédits au début de l'histoire. Donc forcément les auteurs qui soient masculins ou féminins n'étaient pas identifiés, mais encore plus les jeunes femmes, parce que les éditeurs partaient du principe que les garçons ne voudraient pas lire des histoires écrites par les filles. On trouve quelques auteurs femmes, tels que Tarplis, une sorte de Catwoman qui s'appelait Nick Fury, qui signaient, parce que Tarplis, pour plein de gens, c'est un prénom Tarp. On ne savait pas trop si c'était une fille ou un homme. Donc ça passait, on l'a laissé signer, et il n'y a qu'après qu'on a laissé paraître des photos qui prouvaient que c'était pas du tout un homme. Mais sinon, on cachait les auteurs en général, et à plus forte raison si c'était des femmes. C'est ça. C'est bien, et donc, une de ces héroïnes qui était vraiment très très plébiscitée par les femmes, elle s'appelle Golden Eyes. Et donc à l'époque, on n'était pas encore dans la période des comics, c'était plutôt les comic strips qui sortaient qui étaient édités dans les journaux, dans les périodiques, qui avait été créée par une dessinatrice qui s'appelle Neil Brinkley. Donc là c'est une... Voilà. La série s'appelait Golden Eyes and Her Hero Bill, et en fait c'était une héroïne, c'était une jeune fille qui suivait son mari, enfin son bien-aimé, qui était parti pendant la Première Guerre mondiale se battre contre les Allemands, et elle le suivait dans ses aventures. Elle avait un chien qui s'appelait Oncle Sam, et à chaque fois, dans chacune de ses histoires, elle finissait par le sauver. En fait, c'était véritablement elle, l'héroïne. Et donc cette artiste, Neil Brinkley, à chaque fois donnait des messages très positifs sur son héroïne et aussi sur les femmes. Elle écrivait beaucoup c'était vraiment une héroïne proactive et qui va sensibiliser, elle va aussi sensibiliser son lectorat notamment sur le droit des femmes aux États-Unis, un droit qui va être donc voté en 1920. Voilà, les femmes vont avoir le droit de vote en 1920, et Neil Brinkley va justement faire partie de ces artistes qui vont envoyer un message positif. À partir de 1920, parce que je crois que dans certains espaces, ça a duré. À partir de 1920, oui. Oui. Voilà, donc ensuite il y a eu plusieurs catégories de femmes, d'héroïnes à cette époque-là. En fait, il y a eu les femmes carriéristes, c'est-à-dire celles qui travaillent déjà, c'est-à-dire à cette époque. Donc on peut citer Nellie the Nurse, Tessie the Typist, Millie the Model, elles ont toutes donc un métier. Ensuite, on a les héroïnes de romance comics, comme Patsy Walker, ou bien on a aussi les jeunes adolescentes comme les personnages de Betty et Veronica dans la série Archie Comics. Voilà, donc Nellie the Nurse, en fait, c'est vraiment un personnage qui travaille à plein temps, qui est infirmière. Donc c'est une héroïne qui est intelligente, qui est salariée, et qui travaille vraiment pour des raisons financières, parce qu'elle a du mal à finir, elle a vraiment des problèmes financiers, et c'est pas vraiment par vocation qu'elle fait ce métier-là, c'est vraiment, on a vraiment dans l'idéologie de ce comics-là, une femme qui travaille pour des raisons financières. Ça c'est important. Donc ensuite, quand on parle des héroïnes des années 40, on aura plusieurs catégories d'héroïnes. On aura par exemple ce qu'on appelle les filles de bonne famille, c'est-à-dire,
un petit peu des héroïnes comme les Batman en féminin, qui sont des personnages très riches, qui sont issus de familles aisées et qui, en contrepartie, vont avoir une vie super héroïque, qui vont avoir une identité secrète. Donc on a effectivement... D'ailleurs, ce sont des rentières. Voilà, ce sont des rentières, ouais. Donc on a justement Miss Fury, dont tu parlais tout à l'heure, qui est écrite par une scénariste, donc, enfin une artiste même, qui s'appelle Tar Mills, qui donc avait un nom assez ambigu, donc on ne savait pas trop si c'était un homme ou une femme, et elle a bénéficié de cette ambiguïté pour faire ce comics-là, qui était très très populaire à l'époque. Donc Miss Fury, en fait, c'est vraiment une héroïne qui est vraiment déterminée, qui a un personnage fort et qui fait ça pas par volonté de rendre la justice au départ. En fait, c'est vraiment comme elle porte ça plus comme un fardeau, cette double identité qu'autre chose. Elle pense même que ce costume qu'elle porte est maudit. C'est pas quelque chose de positif pour elle d'être super-héroïne. Et Tarpémis, sa vision des choses, en fait, elle veut une héroïne assez réaliste. C'est pas du tout imagé ou romancé. Il y a, juste pour situer, ce costume-là existe avant le costume classique de Catwoman. Donc en fait, c'est Miss Fury qui a influencé la Catwoman que vous connaissez plus que le contraire. Et c'est aussi un des personnages qui a lancé une mode. C'est-à-dire souvent je ne sais pas pourquoi ou comment, souvent les héroïnes dans les comics, leur origine est liée à un carnaval. Souvent, c'est malin à une fête costumée, qu'elles se font agresser, du coup, elles décident de garder le costume et de continuer de combattre le mal, ce qui arrive à Miss Fury, mais aussi à Batgirl et à d'autres personnages. Dans le même style, on a aussi un personnage qui s'appelle Lady Luck, qui est une sorte de Robin des Bois, donc aussi qui est très riche, qui est comme Bruce Wayne, qui a une identité civile, qui est vraiment une façade. Qui elle vit pleinement son identité secrète. Ensuite, on a des versions féminines des super-héros masculins, c'est-à-dire par exemple on aura Hawkgirl qui est la version féminine de Hawkman, on aura Bullet Girl, la version féminine de Bulletman, Flame Girl à la place de The Flame, Doll Girl à la place de Dollman, et tout ça en fait, donc elles ont déjà des patronymes de girl et non pas de woman, donc c'est vraiment une vision diminuée de l'héroïne. Ce ne sont pas des femmes, ce sont vraiment des jeunes filles, et elles se battent vraiment plus par amour pour leur homme, pour leur petite amie, qu'autre chose. C'est vraiment, elles sont là pour des personnages de soutien en fait. On peut même dire que c'est le faire-valoir. Les faire-valoir, tout à fait. Et une exception à cette époque, c'est Mary Marvel. Voilà. Mary Marvel, en fait, c'est pas une petite amie, c'est la sœur de Captain Marvel. Donc, c'est le Captain Marvel de l'époque, en fait, c'est le Shazam qu'on connaît maintenant. Et donc, Mary Marvel, en fait, le truc, c'est que ce n'est Shazam. C'est un petit garçon qui se transforme en super-héros. Alors que Mary Marvel, elle reste comme elle est, elle n'évolue pas. C'est une version améliorée d'elle-même en fait. Et alors que Captain Marvel, en fait, il possède les pouvoirs de Zeus, d'Achille, de Mercure. Mary Marvel, par contre, elle aura l'adresse d'Ariane, elle aura la beauté d'Aurore, la sagesse de Minerve. C'est vraiment des incarnations de dieux grecs, mais amoindris. C'est pas la force d'Achille, c'est juste de la beauté, c'est pas. Donc c'est quand même une version un petit peu réduite. Shazam, chaque initiale de Shazam correspond à un dieu, et de mémoire pour son frère, donc il n'y a pas Apollon, il n'y a pas la beauté comme on peut voir, donc c'est l'apparence. Tout à fait. Voilà. Oui. Et donc ensuite, toujours à cette époque-là, on a ce qu'on appelle aussi les combattants de la liberté, c'est-à-dire qui fait référence à toutes ces femmes qui ont participé à l'époque à l'effort de guerre, qui ont travaillé dans les usines, qui ont construit des armes, qui ont construit des bombes, des avions, et qui ont remplacé les hommes en fait, qui sont partis à la guerre. Dans les comics, c'est pareil, les femmes sont allées également au front. Comme par exemple Wonder Woman, ça j'en parlais tout à l'heure, Miss America,
en fait, qui est une reporter qui a obtenu carrément ses pouvoirs de la Statue de la Liberté elle-même. On a aussi Miss Victory, Yankee Girl, on a Black Cat, Warners. On a aussi une aviatrice qui s'appelle Black Angel, qui était une aviatrice impitoyable et qui tuait des nazis. Et là, ça a été vraiment, il y a eu beaucoup d'héroïnes à cette époque qui étaient des très très grandes combattantes. Mais quand la guerre s'est terminée, quand elle a été finie, ces héroïnes ont eu beaucoup d'intérêt pour les lecteurs. Et les lecteurs ont commencé à privilégier d'autres héroïnes, comme les femmes fatales, qui étaient issues des films noirs, des films hollywoodiens de ces années-là. Ce qui est rigolo, en fait, c'est qu'à l'époque, écrire des personnages féminins, c'est beaucoup comme spécialité. Et que du coup, on parle de plein d'héroïnes, mais il y a quelques scénaristes, mâles d'ailleurs, qui étaient spécialistes d'écrire des femmes. Et on a vu tout à l'heure Marie Marvel, Miss America et Supergirl, dont tu as déjà posé, je pense que tu vas en parler, sont créés par le même type qui s'appelait Tom Binder, qui était connu comme en fait le spécialiste. Pour les éditeurs d'une ancienne sur une nouvelle qui était on allait voir Tom Binder parce qu'il en avait déjà écrit, et qu'en gros, il savait écrire des femmes, et on n'avait pas demandé non, après, voilà, les influences des films hollywoodiens, on a eu ce qu'on appelle les femmes glamour. Donc là par contre c'était pas du tout des rentières, c'était des femmes qui étaient issues d'une classe beaucoup plus modeste. Et là par contre les motivations de ces héroïnes, c'était vraiment c'était également en fait de se soutenir les hommes qu'elles aimaient. On peut citer par exemple Phantom Lady, ce qui est intéressant avec Phantom Lady, en fait, c'est que c'est un personnage qui a été créé en 1941 par Will Eisner et qui va connaître les années suivantes une sorte de relooking extrême. Comme vous pouvez le voir sur cette image, au début elle était comme ça, elle était très habillée. Le costume à rétréci à la base. Et le costume, d'un coup, s'est transformé parce que justement, il y avait cet intérêt pour les lecteurs, pour des personnages beaucoup plus voluptueux, beaucoup plus sexy, qui étaient influencés justement par aussi la littérature de Gare, par les pulps, par le cinéma. Et donc, l'artiste qui est responsable de ce changement s'appelle Matt Baker. Et il a fait une héroïne qui ressemblait beaucoup plus à Betty Page qu'à une héroïne vraiment... Betty Page étant une actrice de film Tolkien. Voilà, une pilote. Voilà. On peut citer aussi comme héroïne dans le même style Black Canary, c'est Barésie. Également aussi une blonde fantôme qui, pour se déguiser, en fait, s'habillait à une longue robe rouge très glamour, une perruque blonde. Et donc, en fait, à cette époque-là, les héroïnes étaient déguisées ou masquées pour qu'elles puissent devenir désirables, en fait. Ensuite, on a ce qu'on appelle les femmes fortes. Donc, on a d'un côté China, qui est très inspirée aussi des pulps et de la littérature très populaire de l'époque comme Tarzan, mais également Green Mansion, où l'héroïne principale s'appelait Rima, qui a ensuite été adaptée un peu plus tard aussi en comics. Et donc là c'est le début de ce qu'on appelle un genre particulier qui s'appelle les Jungle Girl, avec des héroïnes habillées en peau de bête mais ça reste quand même des héroïnes très fortes, très intéressantes, et qui vont se mesurer par exemple à des braconniers, des chasseurs de trésors, des scientifiques ou des despotes. Et on a un autre personnage qui s'appelle Wonder Woman. Wonder Woman, donc, qui a été créée par un certain William Moulton Marston, je pense que vous en avez entendu parler, qui est un psychologue. Et qui est donc l'inventeur, enfin c'est pas vraiment l'inventeur, mais il a fait énormément de travaux concernant le détecteur de mensonges,
Et c'est grâce à lui que le détecteur de mensonges existe en fait. Et lui, c'était un passionné de comics. Et il était convaincu que les comics avaient une vertu éducative. Il avait écrit un article dans un magazine qui s'appelait Family Circle. Et Max Gain, qui était le patron de ce qu'on va devenir plus tard DC Comics, avait lu cet article et avait vraiment été enthousiasmé par la vision de Marston sur les comics. Il l'engage pour être consultant. C'est à ce moment-là que Marston crée un personnage qui devait incarner la paix. Alors à la base, il me semble que ce personnage devait être un personnage masculin, mais c'est son épouse, qui s'appelle Elizabeth, qui lui dit mais pourquoi tu n'en ferais pas une femme? Et c'est comme ça, c'est ainsi que Wonder Woman est née. Il était vraiment convaincu que les femmes pourraient prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'elles pourraient évoluer dans la politique, elles pourraient avoir un statut important dans la société. Et il pensait aussi qu'à cette époque-là, les femmes pouvaient travailler, pouvaient subvenir à leurs besoins. À cette époque, les femmes devaient encore demander la permission à leur mari de travailler. C'était pas quelque chose qui était acquis pour les femmes. Et en même temps, ce qui est rigolo, c'est que c'est un féminisme qui est ancré dans l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un épisode de Wonder Woman où il prédit qu'un jour les femmes seront égales à l'homme et qu'il y aura sans doute une femme qui deviendra présidente des États-Unis dans 1000 ans. Donc ça laisse de la marge. On voit que c'est féministe, mais en même temps, ça permet de coller un petit peu par là. Ouais. Et donc il voulait vraiment donner une image positive, notamment pour les lectrices, parce que les lectrices, il y en avait encore. Voilà. Et il est mort assez jeune, en fait, il est mort 7 ans après le début de la création de Wonder Woman, il est mort en 47, pardon. Et donc il ne verra pas comment va évoluer Wonder Woman. À sa mort, en fait, le personnage a commencé à évoluer de mal en pire, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'elle va continuer, elle va plus s'intéresser à Steve Trevor qu'à la condition féminine, alors qu'elle avait été créée pour ça. Et de plus, à cette époque-là, il y a une autre personne, un autre psychiatre qui va commencer à faire parler de lui, c'est Frédéric Wertham, qui va en fait suspecter Wonder Woman de donner une image vraiment inappropriée pour les lectrices. Et ça, on le retrouve dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Seduction of the Innocent, que vous avez sûrement entendu parler aussi, et qui met à mal vraiment les comics et notamment la vision des femmes dans les comics. Et ce livre a fait beaucoup de mal aux comics, mais il a fait aussi beaucoup de mal aux personnages féminins. C'est-à-dire que selon Wertham et ses oeuvres, par exemple, il décrivait Wonder Woman capturant les bandits avec son lasso magique. Pour lui, c'était un symbole de vagin. C'était soi-disant Wonder Woman faisant passer les hommes dans son vagin parce que c'était un lasso. Il me semble discutable. Donc, j'ai pris une citation de comment il considère Wonder Woman. Donc, il dit pour les garçons, Wonder Woman est une image effrayante, et pour les filles, elle est un idéal morbide. Wonder Woman a sa propre bande de groupies. Ses adeptes sont les Holiday Girls, c'est-à-dire des filles homosexuelles. Wonder Woman se réfère à elles en disant mes filles, et leur attitude vis-à-vis de la mort et du meurtre mélange l'insensibilité des crime comics et la timidité de douces petites filles. Donc il avait vraiment un aspect une vision très très négative de Wonder Woman et de la plupart des personnages féminins. Ça on le retrouve effectivement aussi avec le personnage de Catwoman. Là c'est la prochaine photo. Catwoman qui dans les comics c'est vraiment un personnage, c'est une tentatrice en fait. C'est la némésis de Batman à l'époque. Elle a un énorme pouvoir de séduction et elle est là pour tenter Batman parce qu'on déjà à l'époque il y a des rumeurs qui courent comme quoi il aurait des mœurs un petit peu particulières. Et donc elle a été vraiment créée pour tenter
Batman, lui qui est un personnage vraiment stoïque, c'est un homme droit, qui est là pour qui a un sens du devoir très prononcé. Elle est là pour un petit peu foutre la pagaille. Ça se voit sur l'image, elle ne se contente pas de le prendre par le cou. Elle la guiche vraiment. Et Catwoman, c'est ça, c'est une femme, c'est pas une girl, c'est pas une petite fille, c'est vraiment la guicheuse, la tentatrice. Et donc, pareil, il va écrire quelque chose sur Catwoman qui est pas piqué les verres, comme on dit. Il dit Catwoman est un personnage féminin typique, qui est vicieuse, qui utilise un fouet. L'atmosphère est homosexuelle et anti-féminine. La fille a beau être belle, elle fait sans doute partie des méchants. Donc pour lui, voilà, c'est vraiment un personnage stéréotypé, c'est la tentatrice, c'est vraiment le mal incarné. C'est rigolo parce qu'en début des années 50, en fait, le créateur de Batman, qui est Singer, qui reste original, avait prévu finalement de faire de Catwoman une gentille, c'est-à-dire qu'elle se rachetait, elle devait faire équipe avec Batman, et c'est l'éditeur qui n'a pas voulu, qui a préféré garder une femme qui ne soit pas le même auteur que Batman, parce que ça gênait apparemment les dynamiques pareil pour les lecteurs. Et ensuite, dans les années 40, on a un autre genre particulier qui s'appelle les romance comics. Donc là, ce sont des héroïnes. Ce sont des héroïnes vraiment éperdues, qui cherchent le grand amour, qui doivent faire des choix très très importants. Avec qui vais-je me marier, oh là là. Et c'est basé notamment sur des témoignages issus de courriers de lecteurs de femmes à l'époque. Et c'est un genre particulier qui a beaucoup de succès, beaucoup de lectorat féminin également. Et quand la guerre est terminée, ben voilà, en fait, le symbole c'est ça, c'est que les héroïnes, elles ont bien travaillé, elles ont bien fait leur boulot, mais maintenant, il est temps de rentrer à la maison, de retourner faire la cuisine et le ménage, on rentre au bercail, et merci mesdames, mais maintenant on n'a plus besoin de vous. Donc c'est un petit peu le symbole des romans comics, ce sont toutes ces femmes au foyer, ou aspirantes femmes au foyer, dont le seul but dans la vie est de trouver un mari, d'avoir des enfants. Et donc c'est à ce moment-là aussi que commence à avoir une vague de censure au niveau des comics, notamment au niveau des personnages féminins. Et c'est ainsi qu'est créé le Comic Code Authority en 1954, suite donc, au livre de Frédéric Wertham. Et ce Comic Code vient réguler donc, les excès de l'industrie vis-à-vis de toutes ces femmes, un petit peu comme on a vu avec Phantom Lady, un petit peu habillées légèrement. Et donc voilà comment on décrit les personnages féminins, comment le code décrit les personnages féminins. La nudité sous n'importe quelle forme est interdite, de même que l'exposition indécente ou excessive. L'illustration suggestive et salace ou les postures suggestives sont inacceptables. Les femmes doivent être dessinées d'une façon réaliste, sans exagération et de toute qualité physique. Donc là, ceinture, on arrête les bêtises. Et c'est ainsi qu'il y a énormément de personnages qui vont soit disparaître, soit être rhabillés. Comme Phantom Lady, elle est rhabillée intégralement, elle va disparaître en 1955. Catwoman aussi va disparaître également pendant les années 50. Et donc on va avoir une autre vision de la femme qui va évoluer, qui va apparaître dans les années 50. J'en ai pris deux. C'est Batwoman et Lois Lane. C'est des personnages de soutien, c'est-à-dire des petites amies, des potentielles femmes des héros principaux chez le livre. Donc on va commencer par Batwoman. Donc Batwoman, version des années 50, qui n'a absolument rien à voir avec la Batwoman de maintenant. C'est donc un personnage qui vraiment idolâtre Batman, qui idolâtre le héros. Elle veut absolument devenir, elle est folle amoureuse de lui, elle veut absolument devenir comme lui. D'ailleurs, elle ne devient pas super-héroïne pour faire le bien, elle devient super-héroïne pour rapprocher la vie. Voilà. C'est une roupie, en fait, c'est vraiment une roupie. Parce qu'en fait, dans les années 50, la politique éditoriale officielle de DC est de considérer les personnages féminins de la façon suivante. Il est marqué l'inclusion des femmes dans les histoires est spécifiquement déconseillée.
les femmes selon lesquelles les femmes, lorsqu'elles sont illustrées dans la structure de l'intrigue, doivent être d'importance secondaire. Donc c'est obligatoirement des personnages secondaires qui n'ont aucune importance, ce sont des faire-valoir. Elles sont là pour motiver et rendre le héros encore plus héroïque. D'autant plus qu'au niveau de Batman, dans les années 50, il est fortement soupçonné d'avoir des relations avec Robin. D'ailleurs, je te coupe 2 secondes, mais si on regardait l'image, vous voyez Batman et Batwoman qui font mine de se marier, et donc forcément Robin fait qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ce qui sous-entend quand même des liens assez particuliers avec Batman. Et donc, pour vraiment pallier à ces rumeurs, DC Comics invente ce personnage qui ne peut pas être pris au sérieux vu la manière dont elle est habillée, vu ses gadgets, vu ses moyens de locomotion complètement farfelus. Elle roule sur une moto rouge. Ses gadgets, c'est une fard à paupières, du rouge à lèvres, poudrier, voilà, c'est comme ça qu'elle se bat contre ses ennemis. C'est totalement surréaliste, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, quand Batwoman apparaît, elle lui dit voilà, moi je suis là pour combattre le crime. Comment Batman réagit de la façon suivante, il lui dit non, mais c'est d'une manière, être un héros, c'est pas fait pour les femmes. Dans le sens où tu ferais mieux de rester à la maison, t'es bien gentil, mais les femmes, c'est pas fait pour être des héros. Un autre personnage, donc, c'est celui de Lois Lane. Lois Lane, par contre, c'est autre chose. Son rôle dans la vie, c'est l'image suivante. Son rôle dans la vie, c'est de se marier avec Superman. Elle veut absolument trouver déjà l'identité secrète de Superman, notamment pour pouvoir lui faire du chantage et lui dire voilà, si tu ne maries pas avec moi, je vais dévoiler ton identité secrète. Il y a une série qui apparaît à partir de 1957 qui s'appelle Superman's Girlfriend Lois Lane, et qui est un savant mélange en fait entre le romance comics, donc les comics sentimentaux qui étaient si appréciés par les jeunes femmes, mais aussi qui est censé tenter séduire le lectorat féminin, et qui en fait ce sont les premiers lieux. Et donc dans tous ces comics là, en fait c'est bel et bien le statut de la femme qui est représentée comme une femme aspirante à se marier, une femme qui doit rester à sa place, et ce qui est totalement contraire au statut même de Lois Lane, qui est quand même une femme qui travaille, qui a de hautes responsabilités, et journaliste. C'est même surtout à cette époque, c'est pas n'importe quoi. Hein, c'est un reporter international. Et qui pourtant dans la bande dessinée n'est pas vue du tout comme ça. Elle est toujours réduite, traitée en ridicule. Elle est souvent ridiculisée par Superman, et il y a un gros problème par rapport à ça, par rapport à ce décalage, est-ce qu'elle pourrait vraiment être, vraiment symboliser, et comment elle était peinte dans le comics. Il y a un sous-entendu aussi qui est qu'elle est incapable de voir la valeur de Clark Kent, et qu'elle est forcément attirée par Superman. Donc ça sous-entend un petit peu une sorte de vrille, un peu d'intérêt par le pouvoir et sur la puissance, tout en ne pouvant pas reconnaître le côté humain du héros. Ensuite, on passe aux années 60. Les années 60, en fait, on a donc 2 éditeurs, Marvel et DC, qui ont en fait 2 visions différentes des héroïnes. Chez Marvel, on a des héroïnes qui sont issues en fait, ce sont des jeunes filles qui sont âgées à peu près d'une vingtaine d'années. Elles sont blanches, elles sont issues d'une classe moyenne, mais quand même une classe moyenne supérieure. Et en fait, elles sont issues de banlieues résidentielles. Et ce sont des jeunes filles en fait, qui veulent vivre de grandes aventures dans les grandes villes comme New York, les grandes cités, et qui se déplacent comme ça, qui ont un idéal en fait. Mais cet idéal reste toujours le même, c'est-à-dire de se marier, de fonder une famille. À la base, c'est ça. Elles vont rencontrer des hommes qui sont plus âgés qu'elles, qui sont très intelligents, qui ont vraiment un statut social assez important, qui sont soit de grands scientifiques ou des éminents, des
personnes vraiment les hommes très éminents. D'ailleurs, c'est un truc, même aujourd'hui, dans les comics, le scientifique, c'est un homme. La femme scientifique, c'est rarissime. On ne voit pas d'exemple. Voilà, la science, c'est le boulot des hommes et les nanas doivent lutter. C'est ça. Donc là, comme exemple, je vous ai pris donc, Susan Storm, qui est la femme invisible, et donc quand elle n'officie pas ses aventures super-héroïques, elle passe son temps soit à faire du shopping, soit à boire le thé avec ses copines. Donc on continue à avoir ce statut quand même assez ciblé de l'héroïne. Et Susan Storm, donc en fait, c'est la petite amie, la future femme de Reed Richards, qui lui est un grand scientifique, et elle a une position par rapport au Fantastic Four, c'est soit la maman, soit la grande sœur, soit elle a un côté assez maternel, mais ça reste quand même la jeune fille, la protégée du mal, qui est en fait son futur compagnon. Et puis après voilà, c'est Invisible Girl, c'est pas woman, c'est girl, et le fait qu'elle soit invisible, son pouvoir c'est en fait d'être totalement de passer inaperçue quelque part. Tu me rajoutes? C'est la super potiche. Pardon? C'est la super potiche. La super potiche, voilà, c'est ça. On a ensuite comme autre personnage, donc le personnage de la guêpe, qui elle, donc son super pouvoir c'est d'être toute petite, de voler dans tous les sens, de servir de leurre et de enquiquiner quelque part tous les ennemis des Vengeurs pour les perturber pendant leur bataille. Et en fait elle sert qu'à ça. Et là aussi, c'est de bien microscopique, c'est disparaître d'une certaine manière. Tout à fait. Et on a un autre personnage qui est donc Jean Grey, qui, pareil, son pouvoir, c'est un pouvoir de télékinésie, de déplacer des objets, mais c'est vraiment un pouvoir très très mineur. Et elle aussi, donc, elle est sous le joug du professeur X, qui est son mentor, qui a les mêmes pouvoirs qu'elle, mais qui est vraiment un personnage beaucoup plus puissant. Elle va lui servir d'assistante, pareil, elle va lui servir le café, elle lui servira de secrétaire aussi. Elle va avoir un rôle très très minime, en tout cas au début. Ça va changer, mais au début dans les X-Men, c'est vraiment un personnage qui n'a pas une grande importance. Ses pouvoirs restent aussi très très restreints. Ça, c'est la version des femmes côté Marvel à cette époque-là. Chez DC, c'est quand même autre chose. On a donc Batgirl. Batgirl, elle, c'est une femme qui est indépendante, qui travaille comme bibliothécaire et qui, donc, à la suite un voyage, enfin un trajet pour aller à un bal costumé, elle s'est déguisée comme Batman et elle se retrouve embringuée en fait dans une bataille avec Batman et Robin et un criminel, et elle va prendre part à cette bataille et ça va lui donner des idées. Elle va dire mais moi aussi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de combattre, d'être une justicière, et elle se bat vraiment pour rendre la justice. Elle se bat pas par amour pour Batman, parce que c'est une copine, pas du tout. Elle est totalement indépendante, elle n'a pas besoin d'aide. Elle le dit à chaque fois de la même manière: non, Batman, moi je n'ai pas besoin de toi, je suis quelqu'un d'indépendant, je n'ai pas besoin de ton aide. Et la première réaction que Batman aura en voyant Batgirl, c'est exactement la même chose que quand il voyait Batman, c'est ah mais non, c'est trop dangereux pour une fille, les femmes n'ont pas besoin d'être des super-héros. C'est exactement la même réaction. Donc Batman est quand même quelqu'un de personnage très macho. Cela dit, ça c'est pas faux. Un jour, les premiers épisodes de Batgirl, je me souviens, il y a un épisode par exemple où elle n'arrive pas à aider Batman parce qu'elle est déconcentrée parce qu'elle a filé son collant. Donc on sent qu'il y a du boulot quand même. Il y a encore du boulot, effectivement. Effectivement, j'ai failli choisir cette couverture-là où elle a filé son collant et elle est là, ah mais attendez les gars, j'arrive, mais là j'ai un problème plus important. Et ensuite, dans les années 60, on a aussi une évolution assez particulière. Non, c'est pas vrai. Déjà, il reste 10 minutes. On a une évolution de Wonder Woman qui est assez
assez particulière, c'est-à-dire que dans les années 60, Wonder Woman va perdre tous ses pouvoirs. Elle va devenir une sorte d'Emma Peel, d'espionne. Et c'est une vision que le scénariste de l'époque a voulu comme étant très féministe et qui rend le personnage beaucoup plus profond qu'il n'avait été jusqu'à maintenant. Et les féministes de l'époque n'avaient pas supporté cette vision-là parce que pour eux, il n'y avait plus Wonder Woman en tant qu'icône, parce qu'elle avait vraiment perdu et ses costumes et ses pouvoirs. Et c'est quelque chose qui avait été très mal perçu à l'époque. Alors que justement, c'est peut-être... Ce qui est marrant, c'est que sur la longueur, c'est devenu des épisodes assez cultes. Et là, elle se bat vraiment, elle apprend le karaté, bon, c'est une longue histoire, mais c'est un personnage qui est beaucoup plus touchant que ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'était assez intéressant. Il y a même un magazine féministe qui s'appelle MS, qui à l'époque avait fait des causes en faisant sa couverture sur Wonder Woman en costume de super-héroïne, en demandant dans le costume comme elle était avant. Ouais. Après, on a les héroïnes des années 70. Les années 70, c'est d'un côté les femmes libérées comme Vampirella, Black Widow, Red Sonja. Vampirella et son fameux costume qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou son absence de costume, qui a été élaboré contre toute attente par une féministe qui s'appelle Trina Robbins, qui était une scénariste et qui était une figure emblématique des comics underground et du mouvement féministe dans ces comics indépendants. Et c'est elle qui a créé ce costume. On a ensuite... donc en fait c'est vraiment la femme libérée, très sexuelle, qui a un fort pouvoir de séduction et qui s'en sert comme une arme. On a également Red Sonja. Red Sonja, elle, c'est vraiment la guerrière qui se veut être l'égale des hommes, qui en contrepartie va quand même être habillée d'un bikini en métal. Et en même temps, c'est super ambigu parce que je pense qu'il y a, comme tu dis, il y a des féministes, des lecteurs masculins, mais qui voulaient des femmes plus fortes, qui ont été contents de trouver des personnages comme Red Sonja. Et je pense qu'il y a d'autres lecteurs qui l'ont vu comme une bimbo. Quand on voit comment elle est habillée, en métal, il y en a qui ont juste rincé l'œil, point. Et de l'autre côté, on a d'autres personnages qui sont beaucoup plus virulents, que j'appelle les folles furieuses. Alors les folles furieuses, on a par exemple Valkyrie. Valkyrie en fait qui se réfère, ce sont des personnages en fait, qui se réfèrent vraiment à l'idéologie féministe qui fait essor dans les années 70. Et Valkyrie en fait, ce qu'elle veut, c'est terrasser tous les personnages masculins, en tout cas dans cette histoire-là des Avengers. Elle demande en fait à toutes les héroïnes de cet épisode-là, donc les Vengeurs féminins, de se joindre à elle pour battre les hommes, parce qu'elle en a bavé, la pauvre, elle veut vraiment se venger. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment Valkyrie, c'est l'enchanteresse qui trompe tout le monde et qui trompe les personnages féminins. Et donc le message en fait du comic, c'est ben non, de toute manière, vous êtes trompés, vous les femmes, vous êtes fait avoir, restez à votre place. Donc c'est vraiment le féminisme est perçu d'une manière assez négative dans ces comics-là. On a aussi ce qu'on appelle les fémizones chez Marvel. Donc, voilà. Donc l'Hydra et les fémizones, c'est vraiment les féministes dures de dures qui vivent entre elles dans En fait, elles vivent dans le futur, et dans un futur où les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont des espèces de barbares qui vivent dans la... Voilà, des hommes préhistoriques à l'état vraiment avec des peaux de bête. Les femmes ont réussi à prendre le pouvoir et à arrêter toutes les guerres, mais elles sont plus qu'entre elles, donc il y a vraiment une forte connotation lesbienne aussi. Et elles sont pas, dans l'histoire, à la fin, elles sont pas du tout crédibles, il leur manque quelque chose, évidemment. Ensuite, on a un autre personnage qui sera Catwoman, qui revient. Et donc là, en fait, qui a créé un groupe aussi d'héroïnes féministes et qui en veut à Batman, mais au final, en fin de compte, tout ce qui l'intéresse, c'est de continuer à voler des bijoux, à être une cambrioleuse. Elle va laisser tomber ses copines parce qu'elle sera beaucoup plus intéressée par l'appât du gain que vraiment à une idée du féminisme.
Et ensuite, on a aussi d'autres icônes féministes de l'époque qui sont, par exemple, Big Barda. Big Barda, donc c'est vraiment un personnage très très fort physiquement. Voilà, c'est vraiment très costaud. Elle est vêtue, là on ne voit pas, mais elle est vraiment vêtue d'un costume, une armure en acier trempé, alors qu'elle est amoureuse d'un homme qui est très très gracile, qui est très fragile. Et donc son couple en fait est inversé, c'est-à-dire c'est elle qui fait la femme forte, et ce sera son mari, enfin l'homme qu'elle aime, qu'elle protège, et qui aura cette part féminine qu'elle n'a pas. C'est un couple très très intéressant dans les comics, on n'a pas le temps trop d'en parler. Et ensuite on a un autre personnage qui s'appelle Power Girl, donc extrêmement connu pour son costume, n'est-ce pas? Qui fait toujours encore maintenant fait beaucoup parler de lui. Et donc pareil, c'est vraiment un symbole du féminisme pur et dur, mais un petit peu comme Red Sonja, qui est complètement cassée par sa tenue vestimentaire. Et donc il n'est pas forcément toujours pris au sérieux, c'est-à-dire que là on ne voit plus rien que le costume. Voilà. Ensuite, dans les années 70 aussi, on a beaucoup de sujets qui sont les questions de diversité. Comme dans cet épisode de Lois Lane, le numéro 106 de Superman vs Lois Lane, où Lois Lane a envie de savoir comment ça se passe dans les quartiers populaires noirs. Et elle demande à Superman de le transformer en une femme noire pour voir comment ça se passe. Au départ, elle peut faire ça pour avoir le prix publicitaire, pour vraiment avoir un prix, quoi, hein. Et elle va se rendre compte qu'en fin de compte, la vie dans ces quartiers-là n'est pas tout rose. Et on a une première avancée dans la visibilité de personnages noirs et comment ça se passe vraiment dans la vraie vie. C'est à cette époque où dans les comics, on commence à parler de drogue, on commence à parler de ségrégation, de minorité. Et des personnages intéressants commencent à apparaître, comme le personnage de Storm. Là, on t'entend pas. Ce qui est intéressant, c'est que la femme dans les comics, finalement, est traitée comme une minorité. C'est-à-dire que c'est exactement ça, c'est une minorité numérique, enfin, dans les chiffres, elle est moins là, et elle est traitée de la même manière que les ethnies, enfin, les religions, c'est vraiment clivant, quoi. Elle n'est pas égalité, ni numérique, de surface. C'est ça, c'est son statut qui fait rappel à d'autres minorités. Donc on a le personnage de Storm, effectivement, donc, un des grands scénaristes de l'époque qui s'appelle Chris Claremont va faire beaucoup pour les personnages féminins. Donc il y a effectivement Storm, mais il y a aussi Jean Grey, Phoenix, c'est là, pratiquement. Ça va pas tarder. Donc on a le personnage de Phoenix qui va énormément évoluer grâce à ce scénariste, qui donc un personnage vraiment mineur à la base, et qui va devenir l'un des plus puissants de l'univers des X-Men. C'est la femme qu'on voyait soulever difficilement des livres par voilà. tout à l'heure. Et là c'est autre chose. Et donc Chris Claremont va faire en sorte que ces personnages souffrent, mais pour se transcender, pour revenir en fait, pour être plus fort, mais aussi il va parler en fait d'une sorte d'addiction du pouvoir, c'est comme une drogue en fait, le pouvoir devient une drogue et ça va causer leur perte. On a effectivement aussi dans le cas des personnages qui souffrent, on a Miss Marvel. Miss Marvel qui est un personnage vraiment au début qui est censé être aussi un symbole du féminisme, parce que c'est pareil, elle est à la base c'est elle travaille dans un magazine féminin. Le titre ne va pas du tout marcher et elle va être son titre va être arrêté, elle va faire partie des Vengeurs, et là il va y avoir une histoire un petit peu bizarre avec sur fond de viol en fait, où elle se retrouve enceinte, on ne sait pas trop comment, d'un seul coup, et en fait on se rend compte qu'elle a été mise enceinte par une sorte d'entité extraterrestre, et qu'elle va accoucher 3 jours plus tard de la personne qui, en fait, de l'entité qui l'a mise enceinte. C'est vraiment assez scabreux. Ça marche quand je parle pas dedans et puis ça arrête quand je parle. Ce qui arrive tous les jours, bien sûr, à tous les personnes. Par contre, on va être un peu pris par le temps.
crois qu'il va falloir que tu avances sur la conclusion parce que malheureusement il y a quelques personnages féminins des années 90 qu'on ne va pas pouvoir aborder par manque de temps. Dans les années 80, on a ces personnages qui souffrent. On a vu un petit peu Barbara Gordon qui s'était pris une balle à l'estomac qui devient paraplégique. Ensuite, dans les années 90, on a vraiment un courant qui est très basé sur la télévision, le mannequinat, avec des personnages vraiment caricaturés, hyper sexualisés. Grâce notamment à des auteurs comme Jim Lee ou Ron Liefeld. Et parallèlement à ça, il y a un courant avec des comics indépendants, avec des personnages très très forts comme Catchwood de Stranger in Paradise. On a Death de Neil Gaiman, Tangirl aussi. Donc on a vraiment deux courants bien distincts. Et notamment avec une scénariste qui va faire parler d'elle qui s'appelle Gail Simone, qui a monté un site internet qui s'appelle Women Refrigerator, qui a en fait récupéré, recensé tous les personnages féminins qui ont souffert et comment elles sont mortes, comment elles sont en fait violées, comment elles ont été amoindries. C'était ce site-là qui est censé justement se révolter et pour qu'on parle un peu mieux de ces personnages féminins. C'était les deux courants distincts dans les années 90. Ensuite, dans les années 2000, ça va très vite, je suis désolée, j'ai pris trop de retard au début des années 2000, on a des héroïnes qui continuent d'un côté à être influencées par les icônes de la pop culture, comme des chanteuses comme Britney Spears, Christina Aguilera, toutes ces chanteuses-là. Et de l'autre côté, on a des héroïnes qui vont être confrontées à des histoires très réalistes et qui font résonance à la condition féminine du XXIe siècle. C'est des héroïnes qui peuvent être des mères célibataires, comme par exemple Kate Spencer ou Jessica Jones, qui travaillent, donc qui non seulement ont des enfants, mais aussi qui travaillent le jour et qui sont super-héroïnes la nuit. Donc ça commence à faire. On a aussi des héroïnes qui sont continuent à être issues de minorités ethniques ou des minorités sexuelles. Donc on a la fameuse Batwoman des années 2000, qui est donc lesbienne. On a Jenny Sparks. On a l'agent 355, qui est donc une héroïne noire, qu'on voit dans Why the Last Man. On a aussi le personnage de Michonne dans Walking Dead. On a René Montoya, un personnage lesbien hispanique dans Gotham Central. Et donc d'autres aussi héroïnes vont se rebeller contre l'ordre établi, ou une société corrompue comme Scarlet de Brian Michael Bendis. Et aussi on fait référence aussi à le comics Why the Last Man, le dernier homme, où il y a donc toutes ces femmes qui sont obligées de vivre sans hommes, parce qu'en fait il y a une épidémie qui a ravagé en fait tous les hommes, il n'y a plus aucun homme sur Terre sauf un, et ces femmes sont obligées de vivre entre elles comme elles peuvent. Voilà. Bon, merci. J'espère que ça vous a plu. C'est pas évident de faire tenir toute l'histoire des femmes en une heure et on aura fait, enfin, Kacho aura fait ce qu'elle a pu dans le temps imparti. Par contre, tout ce que j'ai dit là, et même plus encore, je vais le mettre en ligne sur le blog avec toutes les illustrations que j'ai pas pu montrer. Vous aurez un truc super complet. Vous aurez donc le directeur cut et je vous invite à visiter son site qui est sympathique et qui est mis à jour très souvent. Voilà. Merci. Voilà, j'espère que cette conférence vous aura plu autant qu'à moi et que vous aurez appris autant de choses que moi, car on en apprend quand même pas mal, il y a beaucoup d'informations et c'est quand même assez complet malgré le temps. Ensuite, problème lié au temps, je pense que comme c'était trop court, il a été un peu trop mis en avant le côté négatif en fait de la position des femmes dans les comics, et du coup j'ai peur que ça puisse rendre le comic book en fait encore un peu plus cliché, plus macho. Vis-à-vis des néophytes. Bon après, voilà quoi, il faudrait effectivement 2 heures, plus de temps pour vraiment développer, et puis justement aussi parler des comics indés, parce que là c'était surtout centré sur du Marvel et du DC, c'est ce qui est le plus connu, mais effectivement dans l'indé il y a quand même énormément d'autres choses.
et pas que des comics de gens qui ont des pouvoirs, hein. Il y a vraiment d'autres choses, comme dans la BD, franco-belge, il n'y a pas que du Gaston, etc. Sinon après au niveau de Miss Marvel, alors il y a eu une petite confusion au niveau des divinités grecques. En fait, il y a eu Ariane, Aurore et Minerve qui ont été citées. Ariane est effectivement une divinité grecque, les deux autres sont romaines. En fait, c'est Eos et Athéna, leur équivalent. Mais c'est surtout dans la conférence le côté beauté d'Ariane et d'Eos, hein, qui ont été conservés, alors que quand même Athéna est une déesse guerrière, une fine stratège, et sur ce plan-là, elle se rapproche quand même beaucoup plus des personnages comme Batman, des personnages sans pouvoir qui utilisent d'abord leur intellect, contrairement à ceux qui ont des pouvoirs et qui en général foncent dans le tas et sont un peu des gros bœufs, quoi. Donc je pense qu'elle était quand même une vision plutôt positive. La femme est intelligente, le mec est un gros bœuf. Bon après, voilà, après ça va être sexiste envers les mecs, mais bon, c'est à une époque, à une telle époque, c'était pas forcément un mal. Ensuite, ce que je dirais, c'est à propos des costumes. Alors, dans la conférence, il était surtout mis en avant le fait que les femmes ont des costumes vraiment, vraiment affriolants. On voit bien leur poitrine, et tout, etc. Mais il faut savoir qu'il y a encore une vingtaine d'années, quand on lisait dans la presse et que ça parlait de comics, on en faisait toujours référence comme au BD avec des personnages en costume moule burne ou moule bite. Et effectivement, je pense pas qu'il y ait que ça soit vraiment, vraiment grave qu'il y ait des décolletés et que d'un côté il y a des costumes moule bite. Ça reste pour moi de l'égalité. Voilà, après c'est mon avis personnel. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, à mettre comme avis personnel, parce que je ne vais pas dire que c'est des précisions, parce que ça serait tirer la conférence vers moi, mais c'est juste des avis personnels que j'aimais. Donc voilà, vous pouvez retrouver effectivement, comme je l'avais dit avant, tous les liens en commentaire, en description de la vidéo. Et puis toutes les infos utiles, etc. Voilà, donc à très bientôt dans une émission. Voilà, ciao.